Bonjour à toutes et à tous, ici en présentiel ou connecté à distance sur Teams. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui donc dans ce lieu, ce dispositif qui est un dispositif d'échange, de collaboration mis en place par la Banque des Territoires en 2021. Et donc je suis ravie de vous accueillir avec Antoine Darod, le directeur du département Transition numérique de la Banque des Territoires, pour une rencontre sur le sujet de la résilience des réseaux numériques. Alors, de quoi on va parler? Des risques qui pèsent sur les réseaux numériques, des enjeux et de l'intérêt des schémas locaux de résilience de ces réseaux, avec des premiers retours d'expérience. Alors, je remercie l'ensemble des intervenants de cet après-midi, en particulier ceux qui vont nous apporter des éclairages depuis les territoires. Donc, vous allez partager les enjeux, comprendre les réponses actuellement apportées dans les territoires, identifier les leviers pour massifier les solutions. On est bien là au cœur de l'ADN du Hub des territoires, comme vous l'aurez compris dans la petite vidéo. Ici, on organise des rencontres, des temps d'échange, des ateliers pour partager, réfléchir ensemble aux solutions pour répondre aux défis multiples des territoires. On fait en sorte de pouvoir mixer les publics, des acteurs privés, des acteurs publics, des entreprises publiques locales, des bailleurs sociaux, l'ensemble des clients de la Banque des Territoires et ses partenaires. On a une conviction, c'est qu'en faisant ensemble, on ira plus loin. Et donc c'est ce que ce dispositif incarne, c'est l'ambition écosystème de la Banque des Territoires. En 2023, on a organisé plus de 90 événements, manifestations, rencontres ici même. L'ensemble de notre programmation publique est disponible en ligne sur la plateforme de la Banque des Territoires. Vous pouvez y retrouver l'ensemble des replays de nos événements, notamment celui d'aujourd'hui que vous retrouverez dans quelques jours. Et puis pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Elle est mensuelle. Elle vous donne l'ensemble des informations sur le dispositif. Voilà, sans plus tarder, je vous souhaite un bon travail et je laisse la parole à Antoine. Merci Anne-Sophie, merci de nous accueillir au Hub aujourd'hui. On a voulu faire cette présentation aujourd'hui et ces échanges aujourd'hui dans la lignée du déploiement du plan France Très Haut Débit et des réseaux de fibre optique sur l'ensemble du territoire. Et puis parce que la Banque des Territoires est très attachée à outiller, anticiper l'adaptation au changement climatique et aux bouleversements climatiques qui vont arriver dans les prochaines années. Et c'est sous ce double prisme qu'on a souhaité voir comment on pouvait accompagner les acteurs de territoire et les opérateurs dans cet enjeu de résilience des réseaux. Vous le savez tous, on l'a fait ensemble, Caisse des dépôts, collectivités territoriales et opérateurs avec les industriels. Plan France Très Haut Débit, ça a été un défi un peu fou de déployer très vite en même temps dans les zones rurales et les zones urbaines. Le fait d'avoir déployé très vite, il y avait un revers de la médaille, c'est qu'on l'a fait sur les infrastructures existantes et qu'aujourd'hui, on doit se poser les questions de savoir si et à quel endroit les réseaux sont suffisamment sécurisés et résilients par rapport aux infrastructures sur lesquelles on les a déployés, ce qui nécessite de faire un vrai diagnostic, de comprendre pour pouvoir prioriser, parce qu'on ne va pas tout faire en même temps, et voir quels sont les outils dont on a besoin. Le cas échéant, en s'appuyant sur la Banque des Territoires, on a déjà des outils. Peut-être qu'il y a d'autres outils qu'il faudra qu'on développe en fonction justement de vos demandes pour répondre à ce défi qui va devenir critique parce que ces réseaux, ils vont supporter de plus en plus des communications qui elles-mêmes vont être critiques. Et que lorsque on aura des solutions de télémédecine, de maintien des personnes âgées à domicile qui vont se généraliser et qui vont mobiliser assez largement les réseaux, et notamment les réseaux de fibre optique, on ne pourra pas supporter d'avoir les coupures qu'on a pu connaître sur le réseau cuivre hier. Donc ça veut dire que l'usage même de ces réseaux nous amène à être beaucoup plus exigeants sur la résilience de tous ces réseaux, notamment en zone rurale. Alors, une première étape qu'on a pensé avec vous, hein, c'est de dire qu'il faut qu'on ait un exercice de diagnostic qui soit partagé, commun, parallèle, et c'est la raison pour laquelle on a travaillé à ce guide qui permet
d'aiguillonner cet exercice de diagnostic qui doit permettre après d'adapter, d'avoir les bons outils au niveau national et notamment les outils de la Banque des territoires pour accompagner les acteurs de territoire. Et c'était une première étape nécessaire et on en parlera dans la première table ronde. Puis après, c'est justement de savoir, une fois qu'on a identifié des priorités et des besoins de résilience, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on vous exposera ce qu'on nous propose aujourd'hui, Banque des territoires, notamment en termes de prêts. Et puis, il faut qu'on vous écoute aussi pour voir quelles sont les autres pistes que l'on doit travailler demain pour éventuellement avoir d'autres outils à proposer aux acteurs de territoire pour pouvoir répondre à cette exigence de résilience qui est à la fois une urgence, parce que organiser la résilience, c'est une histoire longue de 10 ou 15 ans. Et si on ne veut pas être dans le réactif précipité suite à une tempête ou un événement climatique majeur, il faut qu'on ne perde pas de temps à organiser cette résilience qui, encore une fois, prendra 10 ou 15 ans à être établie. Donc voilà l'objectif de cette journée. Merci beaucoup de vous être rendu aussi disponible, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Et l'intérêt, au-delà des interventions des différents participants aujourd'hui, c'est aussi de vous entendre. Et donc n'hésitez pas à être interactif et à poser vos questions. Merci beaucoup et puis bonne journée de travail. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. J'invite à me rejoindre Grégory Mendes, Fabrice Doué, Stanislas Lobé, Florian Tollet et Anne-Cécile Novella, avec lesquels je vais échanger lors de cette première table ronde autour de l'appréhension des enjeux de la résilience dans le cadre notamment des schémas locaux de résilience dont je vous parlerai en fin de cette table ronde. Un petit mot de présentation sur chacun d'entre vous. Alors, Grégory, vous êtes DGA du syndicat mixte Manche Numérique. Fabrice, directeur général du syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais, 5962. Florian Tollet, vous êtes chef de projet au sein du programme France Très Haut Débit à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Anne-Cécile, vous êtes chef du service interministériel défense et protection civile dans les Alpes-Maritimes. C'est très sérieux tout ça. Et enfin, Stanislas, vous êtes directeur du délégataire Cap Fibre qui intervient sur le Nord-Pas-de-Calais. Alors peut-être une première question pour vous, Florian. En tant que représentant de l'ANCT qui pilote le plan France Très Haut Débit et qui suit l'ensemble des dossiers d'initiative publique FTTH, quel est votre regard aujourd'hui sur cet enjeu de résilience et sur les risques associés aux aléas climatiques notamment ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci au Hub des Territoires et à la Banque des Territoires de nous avoir conviés aujourd'hui à cet événement. Peut-être pour commencer, rappeler, ça a été redit en introduction, mais rappeler ce qu'est le plan France Très Haut Débit. Excuse-moi Emmanuel. Merci. J'ai préparé quelques slides. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Le plan France Très Haut Débit, on parlait de défis fous en introduction, c'est en 12 ans permettre à chacun des Français d'être relié à Internet chez soi grâce à une technologie particulièrement performante qu'est la fibre optique. C'est le choix du gouvernement et du président de la République d'arriver en 12 ans, réaliser le projet d'infrastructure le plus important de ce début de siècle. Aujourd'hui, on s'appuie sur cette nouvelle infrastructure numérique qui permet d'avoir des communications électroniques particulièrement performantes. On parlait de plus en plus de besoins aujourd'hui sur ce réseau.
En quelques chiffres, on a déjà 86% d'habitations, d'entreprises qui sont raccordables à la fibre optique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à la fibre optique. On a 21 millions d'abonnements aujourd'hui en fibre optique en France. Le plan France Très Débit, c'est 36 milliards d'euros d'investissement. Quand on a dit tout ça, il faut comprendre qu'il est nécessaire de s'appuyer sur le succès que représente ce plan, de capitaliser sur ce succès, maintenir cette exigence de politique publique parmi les plus ambitieuses de ce début de siècle. Et c'est le rôle de l'ANCT qui pilote cette grande politique publique nationale, qui s'appuie évidemment sur les opérateurs privés, sur les collectivités qui portent les réseaux dans les territoires ruraux, vous en parlerez tout à l'heure, et qu'il est nécessaire aujourd'hui que cette infrastructure qui est déployée puisse faire face maintenant aux aléas climatiques qui vont bouleverser probablement tout le pays à plusieurs reprises. On a pu le voir récemment dans certains territoires, dans la Manche, dans la Bretagne, dans le Nord-Pas-de-Calais aussi. C'est la raison pour laquelle cette thématique de résilience, elle a une place importante pour l'ANCT, qui, en tant que cofinanceur de ces réseaux, veille à ce que tout se passe bien, qu'on puisse garantir un accès qui soit pendant plusieurs années, plusieurs décennies de qualité à ces réseaux qui sont co-construits avec l'ensemble des acteurs que j'ai cités. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'investir dans cette thématique. J'en parle rapidement sur le slide d'après. Sur le rôle qu'on veut porter et la raison de ce rôle. Rapidement, en fait, on a vu qu'elle se développait depuis un certain nombre d'années sans avoir forcément de doctrine spécifique établie et partagée par l'ensemble des acteurs. Donc il nous a semblé important qu'on puisse en sortir quelque chose de partagé. De notre côté, on se repose sur une définition que l'ARCEP avait proposée il y a quelques années déjà. En gros, c'est la capacité d'un acteur à s'assurer le retour à un fonctionnement normal de ses infrastructures. C'est pas parler uniquement de la résistance des infrastructures, c'est parler de préparer l'avant, de gérer le pendant et de rétablir le service nominal à la fin. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette crise, elle va avoir lieu. La question de se poser, c'est est-ce qu'on est en capacité de pouvoir la préparer, la gérer et revenir à un service nominal. Je finis juste ce propos. Allez-y. Non, le slide d'avant, s'il vous plaît. Ce qu'on avait aussi côté ANCT, c'est qu'il y avait plusieurs initiatives qui étaient portées à la fois au niveau local par des collectivités qui se lançaient dans des études sur la résilience. On avait aussi des travaux nationaux sur cette thématique. Donc il a été nécessaire pour nous qu'on s'acclimate de ça. Et avec cette place qui est centrale, à la fois côté collectivité, partenaires privés, relais de l'État avec les préfets qui sont nos délégués territoriaux, et aussi position centrale au sein de l'État central. On travaille avec le ministère de l'Intérieur, on travaille avec la direction interministérielle du numérique. C'était assez évident pour nous de nous positionner et de continuer à accompagner les collectivités sur l'après-déploiement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au vu de tout cela, on est ici, on se propose d'accompagner les collectivités, notamment dans ce cadre-là. Et je parlerai ensuite des actions qu'on mène. Merci. Merci Florian. Justement, la gestion de crise, Anne-Cécile, vous êtes au cœur de cette gestion de crise sur le territoire des Alpes-Maritimes. Comment les crises climatiques auxquelles vous avez dû faire face ont eu des effets sur les réseaux et comment vous gérez cette partie de l'impact sur les réseaux télécoms en particulier? Donc bonjour à toutes et à tous. Je tenais également à vous remercier pour votre invitation, ce qui me permet aussi de faire un retour justement terrain. Donc moi je suis du ministère de l'Intérieur, effectivement je suis au cœur de la gestion des crises. J'ai prévu également des slides pour vous illustrer mes propos, si vous pouvez les afficher. Donc au quotidien, vous le savez sans doute déjà, mais ce sont les maires qui sont acteurs et responsables de la gestion des crises, quelle que soit d'ailleurs l'origine des crises, parce qu'on a beaucoup, on a évoqué la question des aléas climatiques, mais malheureusement il y a d'autres natures de crises, des risques technologiques, des risques sécuritaires. Et donc c'est le maire au quotidien qui est responsable des personnes et des biens à l'échelle de son territoire.
Mais dans certains cas, notamment les situations les plus graves, le préfet peut prendre la direction des opérations. Donc c'est le cas notamment lorsque la crise concerne plusieurs territoires, plusieurs communes, ou encore lorsque les moyens présents à l'échelle du territoire de la commune ne sont pas suffisants pour répondre à l'événement. Donc en fait, dans ce cadre, le préfet dispose d'un panel d'outils à sa disposition, notamment le centre opérationnel départemental qu'il peut activer. Donc vous avez une illustration avec une photo justement activée au mois d'octobre lors d'une tempête et d'une vigilance rouge. Donc on y retrouve tous les acteurs qui peuvent apporter une expertise, des moyens, un concours pour la protection des populations. Cette cellule de crise, en fait, c'est vraiment un outil de synthèse et de remontée d'informations et de coordination des acteurs. Donc nous, très concrètement, c'est organisé sous forme de cellules thématiques. Le fruit des expériences qu'on a eues, c'est justement de mettre en place une cellule réseau de télécommunications. Donc on y voit représenter un certain nombre de gestionnaires et d'opérateurs, notamment de téléphonie, mais pas que. Et justement, toutes ces personnes vont concourir à la résolution de la crise. Si on passe à la slide suivante pour compléter mes propos. Le cœur de la gestion de crise aussi, c'est de s'inscrire dans un cercle vertueux. On a beaucoup la culture du retour d'expérience qu'on a piqué entre guillemets aux autorités militaires, mais que je vous invite aussi à pouvoir mettre en œuvre chacun en ce qui vous concerne. Le retour d'expérience, c'est de faire vraiment un débriefing sur les événements qu'on a eu à connaître, de tirer les enseignements qui s'imposent et ensuite de s'améliorer pour pouvoir affronter les événements avec des outils adaptés. Donc évidemment, face aux événements qu'on a eu à connaître dans les Alpes-Maritimes, notamment la tempête Alex en 2020, dont vous voyez la brutalité et la violence du phénomène, on a tiré un certain nombre d'enseignements qui nous a permis de nous améliorer. Bon, c'est des choses qu'on connaissait déjà, notamment l'interdépendance entre les réseaux, la très forte dépendance vis-à-vis du réseau d'énergie, d'électricité, le fait d'anticiper des moyens palliatifs de communication. Ça, il faut vraiment l'anticiper à l'avance. Nous, on avait déployé, par exemple, des téléphones satellitaires. Oui, mais ça ne répond pas à tout. Voilà, téléphone satellitaire, il faut savoir s'en servir. Il faut que le ciel soit dégagé pour qu'il fonctionne. Il faut être dehors. Donc, s'il tombe des trombes, ça ne sera pas forcément adapté. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ce genre de choses. Et puis, bien sûr, l'implication et la meilleure connaissance des acteurs, ça, vraiment, c'est le fruit des expériences aussi qu'on a eu à connaître. Moi, j'ai vu une vraie évolution sur les derniers épisodes. La préfecture connaît mieux les gestionnaires et inversement. La culture opérationnelle. Et enfin, pour finir, les nouveaux enjeux, des enjeux actuels et à venir, déployés par l'État, justement. Alors, d'abord, des moyens d'alerte des populations. J'espère que vous connaissez tous FR Alert, qui est du Cell Broadcast, qui est en place depuis 2022, qui a été déclenché en conditions réelles. C'est pour vous avertir d'un danger grave et imminent qui menace votre intégrité physique, et ça repose sur le haut débit. Donc c'est pour ça que c'est aussi important pour nous que les réseaux fonctionnent. Et puis, en parallèle de ce dispositif FR Alert, donc ça, c'est sur les téléphones mobiles, on a aussi le déploiement à venir du réseau radio du futur. Donc ça, c'est un dispositif qui concerne d'abord les services de secours, donc le SAMU, les services départementaux d'incendie de secours, donc les sapeurs-pompiers, les polices municipales et les forces de l'ordre. En 2027, ça sera ouvert à d'autres utilisateurs, comme des associations agréées, des gestionnaires de réseaux, par exemple. Et ce dispositif, pareil, ça repose sur le haut débit, et ça doit permettre aux acteurs de la gestion de crise de pouvoir communiquer en tout temps et pour faire de l'opérationnel. Donc c'est pour vraiment souligner l'importance de ces enjeux pour nous. Merci. Et on reviendra plus spécifiquement sur les réseaux télécoms et l'organisation afférente. Fabrice et Grégory, vos territoires ont subi ces derniers mois, ces dernières années des aléas. Est-ce que vous pouvez encore une fois illustrer l'impact de ces événements sur les réseaux, les difficultés que ça génère, les conséquences pour les utilisateurs et puis la vie quotidienne? Peut-être Fabrice pour commencer. Oui, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne peux pas ne pas commencer par les inondations qui ont touché nos départements du Nord et du Pas-de-Calais, le Pas-de-Calais en particulier, qui touche encore le département. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les réseaux fibres ont plutôt bien résisté. J'ai été appelé un week-end, on me disait il y a plus de 1000 prises, plus de 1000 abonnés qui n'ont pas d'Internet. C'était que du cuivre.
Donc la fibre a bien résisté. Derrière, il faut nettoyer, parce que les armoires qui ont été inondées, elles ont tenu le coup, mais il faudra qu'on nettoie. Et l'exploitation du réseau en tant que tel, c'est aussi un des éléments du schéma de résilience. Les lagages, les enfouissements, le renouvellement des matériels, c'est important, et la qualité du réseau contribue à la résilience. On a eu des tempêtes aussi, Nice, Franklin, en 2022. Un des enseignements, c'était qu'on n'était pas obligatoirement connu des autorités. Ça s'améliore, hein, mais par exemple, les véhicules de notre délégataire, pour qu'ils circulent, ça n'a pas été toujours simple. Donc voilà, c'était un des enseignements des tempêtes. On a eu une tornade. Dans le cas des délestages, est-ce qu'on est toujours pris en compte? C'est pas obligatoirement le cas. Et puis on a fait l'objet aussi, enfin notre délégataire a fait l'objet de cyberattaques qui sont aussi des risques de plus en plus prégnants. Donc sur les SI et aussi sur les services numériques qu'on peut proposer. Hein. Depuis 15 jours, les ENT sont attaqués. Et ça fait aussi partie du schéma de résilience de pouvoir résister aux cyberattaques. Donc le délégataire a pu rétablir au bout de quelques semaines, quelques mois, mais c'est pas certain qu'aujourd'hui ce soit aussi simple, et les risques sont de plus en plus nombreux sur ce thème-là. Voilà, donc inondations, vent, tornades et cyberattaques, c'est les principaux aléas qu'on a pu subir. Et juste une question complémentaire, comment vous articulez les réseaux? Est-ce que vous savez utiliser le réseau mobile là où il y a des impacts? Alors, vous disiez qu'il n'y a pas eu trop de conséquences sur le réseau fibre. Qu'est-ce qu'il y a les inondations quand même sur quelques locaux? J'imagine que ça a des conséquences. Et comment vous faites pour résoudre les problèmes? Il y a eu des armoires inondées, mais encore une fois, elles ont bien résisté. Il faut maintenant les nettoyer. On en parlait tout à l'heure avec Grégory. Il y a les réseaux pour les abonnés. C'est les abonnés qui font leur résilience en ayant un téléphone mobile. Pour les entreprises, les offres ne sont pas toujours la bonne, adaptées à leurs besoins, et effectivement il faut peut-être pour les entreprises viser à avoir des réseaux qui soient plus résilients, plus spécifiques aussi, peut-être, on en parlait tout à l'heure, et effectivement avoir de la résilience 3G, 4G, 5G, voire satellite, pourquoi pas, mais c'est pas encore un des sujets, ce sera un des points qui sortira sans doute de notre schéma de résilience. D'accord. Grégory, pour compléter la tempête Ciarán. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de l'invitation également. Donc oui, un petit retour d'expérience sur cette tempête qu'on a subie un petit peu de plein fouet comme nos voisins bretons dans la nuit du 1er au 2 novembre. Donc un cadeau aussi de déclencher ce type d'opération en fait un jour férié, puisqu'on apprend un jour férié que le 1er novembre qu'on passe en vigilance rouge, donc ça a aussi des impacts organisationnels. En quelques mots, l'impact concret de cette tempête sur notre réseau, c'est d'un point de vue du réseau, d'un point de vue de l'opérateur d'infrastructure, c'est au global 100% du réseau qui a été impacté, de manière directe ou de manière indirecte, j'y reviendrai dans un deuxième temps. En quelques chiffres, c'est 1500 poteaux qui ont été impactés, c'est l'ensemble des NRO et c'est beaucoup de réseaux de desserte puisqu'ils sont majoritairement aériens. On est un territoire très rural, on suit les réseaux existants sont aériens, notre réseau de fibre optique en desserte l'est aussi. Donc 3 jours qui ont été très compliqués, 35 000 abonnés en pointe qui ont été privés de leur connexion Internet, sur environ 100 000 qui étaient sur notre connexion fibre, donc c'est un tiers. Sur 3 jours, très concentré, et 3 mois après pour remettre en état. Parce qu'il faut remettre provisoirement en état, on fait des réparations un petit peu comme on peut, et ensuite il faut remettre réellement en état, et le documenter, ce qui n'est pas toujours simple, de savoir exactement comment ça a été réparé, pour qu'ensuite, si on a un nouvel événement, comment on doit intervenir sur ces points névralgiques. Et juste, quel type de dégâts, au-delà des poteaux évidemment, mais vous parliez des NRO par exemple, quel type de dégâts ont été causés par la tempête? C'est pour ça que je vous disais de manière directe ou indirecte, c'est que les NRO, ils ont été impactés de manière indirecte.
Il n'y a pas eu d'impact physique de la tempête, heureusement. On n'installe pas les NRO en plein milieu de la forêt pour qu'il y ait des arbres qui tombent dessus. On est quand même plutôt vigilant sur ce type de choses, ni en zone inondable, etc. Voilà, c'est des prérequis de conception, de bon sens. Par contre, il y a une vraie dépendance de ces réseaux aux connexions électriques. Quand on a 23 NRO simultanément qui sont privés d'électricité, qui ont des batteries, ils sont secourus par batterie, mais ça dure quelques heures. Il y a des groupes électrogènes de secours qui viennent se brancher sur ces NRO, il n'y en a pas 23. Sinon, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un groupe électrogène à demeure sur le NRO, mais ce n'était pas un principe de conception initial qui était envisagé. Et du coup, ça veut dire qu'on ouvre, déjà on descend ces NRO, donc les connexions sont coupées pour les abonnés qui sont derrière, mais ils sont double adductés, donc on se dit c'est pas bien grave. Les boucles NRO font qu'on va pas éteindre l'ensemble de la manche, sauf que quand on en a 23 qui sont éteints d'un coup, ça veut dire qu'on a nécessairement toutes les boucles d'interconnexion qui sont cassées. Donc on éteint à un moment tout le monde. Mais quand on éteint tout le monde, en fait, on ne le sait même pas de manière directe, parce que la supervision du réseau, elle aussi, elle a besoin de cette connexion. Donc quand la connexion de la supervision est éteinte parce que les interconnexions elles-mêmes sont éteintes, en fait, on est dans le noir. On est dans le noir et on se rend bien compte à ce moment-là que l'énergie, c'est indispensable pour au moins faire fonctionner le réseau. Mais en même temps, on se dit que c'est pas si grave que ça, puisque si nous, on n'a pas d'énergie, les abonnés à leur domicile ou les entreprises pour leur box, probablement qu'ils n'en ont pas non plus. Donc en fait, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont coupés. Donc voilà, il y a des manières directes ou indirectes de se rendre compte de ces impacts. Après, ce qui est sur la sensibilité au vent, c'est effectivement les parties qui sont en aérienne. On a la majorité du réseau de desserte qui l'est. Tout ce qui est transport ou desserte optique, elle est 100% enterrée pour la collecte, 97-98% pour la partie transport. Et puis en fait, on a aussi un constat de terrain qui est assez parlant, c'est que les poteaux tombent, les câbles s'arrachent de ces poteaux. Alors pas parce qu'il y a du vent, mais parce qu'il y a de la végétation qui tombe sur les câbles et qui emmène tout. Mais par contre, les connexions ne sont pas coupées. Donc les poteaux et les câbles s'arrachent, mais la connexion, elle reste. Donc ça montre aussi que en fait, un câble de fibre optique, c'est quand même plutôt costaud, même si c'est de la fibre, c'est du verre à l'intérieur. Le câble, il est par terre, il peut rester par terre pendant 3 mois, votre connexion, elle fonctionnera. Bon, après, s'il y a des camions qui passent à longueur de journée dessus, ça sera une autre problématique. Mais voilà, il y a aussi des enjeux qui sont en lien avec l'élagage sur des territoires ruraux comme les nôtres. Et c'est des choses qu'on doit aussi anticiper en termes d'organisation. Là, je parlais des quelques groupes électrogènes de secours. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce qu'on doit, quand on est en vigilance rouge, en prémobiliser davantage parce qu'on se dit qu'on aura des grosses coupures électriques sur bien plus de sites que ça? Donc c'est des retours d'expérience qu'on est en train de dépiler avec notre exploitant, Altitude Infra avec sa filiale locale Manche Fibre. Et puis aussi mettre en place les réseaux de communication en amont, prémobiliser du personnel. Le fait que c'était un jour férié, qu'on passe en vigilance rouge, faut prendre contact avec les personnels, avec les agents de la collectivité, avec l'exploitant, qui sont peut-être en vacances, qui sont chez eux tranquillement. Ils se disent je reprends le travail demain matin, mais demain matin, c'est déjà trop tard, puisque c'est pendant la nuit qu'est intervenu cet événement. Donc ça fait se dire il y a des choses à faire sur ces parties organisationnelles et également vis-à-vis des services de l'État, puisque les COD qui sont mis en place, de manière naturelle, on est encore dans un paradigme de réseau téléphonique cuivre. Donc en fait, quand il y a une problématique de télécommunication, que ce soit les services des EPCI, de l'État, les communes, ils se tournent automatiquement vers qui? Vers Orange. Et c'est Orange. On va y revenir sur la suite. C'est en train d'évoluer. C'est ce que disait également Fabrice sur la manière de se rendre compte qu'il y a des particularités sur les territoires. Nous, entre guillemets, on a de la chance, c'est qu'on est le seul opérateur d'infrastructure sur la totalité du département. Il y a des endroits, c'est un peu plus compliqué quand c'est tacheté entre les zones très denses. Voilà, exactement. Donc nous, on aura cette facilité-là. Donc maintenant, c'est des choses qui vont être prises. Le pli est pris. Et puis, il y a aussi des limites en tant qu'opérateur d'infrastructure. C'est qu'on est un opérateur d'infrastructure, mais pas un opérateur de réseau en tant que tel. On ne fournit pas du réseau directement aux abonnés. Donc en fait, on est un petit peu aveugle. Quand on fournit du service passif à un opérateur, si lui, derrière, il a un problème sur le raccordement final, il a un problème sur son réseau, en fait, nous, on n'en sait rien. Donc on est aussi un petit peu dépendant de l'ouverture des tickets par les opérateurs, qui eux sont sous le feu de plusieurs dizaines, centaines, milliers d'abonnés qui sont en panne, mais qui n'arrivent déjà pas à déclarer leur ticket de coupure parce qu'ils n'ont plus de connexion.
Donc, comment faire remonter l'information? Donc, il y a tous ces cycles-là de communication qui sont très importants et qui font que l'opérateur d'infrastructure, souvent il est dans le noir, il veut bien aller réparer, mais autant il faudrait qu'il soit au courant qu'il y ait une coupure à tel ou tel endroit. Justement, on a un opérateur d'infrastructure à travers Stanislas. Stanislas, votre expérience de ces événements et puis quels sont les enseignements que vous en tirez au fur et à mesure du dépilage sur l'ensemble de ces événements et de votre intervention sur les territoires. Bonjour à tous. Effectivement, on a déjà été impacté, non pas par des crises climatiques, mais par des événements climatiques quand même assez sévères. Fabrice en a parlé, Manche numérique aussi en a parlé, donc je ne vais pas revenir sur tous ces éléments-là, mais ça permet quand même déjà de se mettre à l'épreuve des balles, entre guillemets. Le réseau de Capfib, il a un peu moins de 8 ans d'âge. Bon, il a déjà eu donc l'occasion de s'adapter. On évoquait les inondations, il y a déjà eu des inondations il y a 2 ans. Cette année, elles sont particulièrement violentes, puisqu'il y en a 1, 2, 3. Mais il y a 2 ans, on a eu des points de coupure énergie qui ont été coupés. Bon, adaptation de bon sens, on vient tout simplement rehausser nos points de coupure énergie dans les zones inondables. Ce qui fait que cette année, les inondations qui étaient encore plus importantes n'ont pas eu d'impact sur l'alimentation en énergie de nos NRO. Il y a bien évidemment des armoires qui ont été inondées. On est en train de les remettre à neuf. De même, elles n'ont pas été inondées jusqu'au-dessus de l'armoire, sinon là, ça serait dramatique. Mais on remet à l'état neuf, on change les tiroirs, on nettoie, et on repositionne les tiroirs, notamment transport, qui sont en bas des armoires, on les repositionne en haut de l'armoire. Donc des adaptations de bon sens qui font que, on s'améliore déjà au fil du temps. Sur les réseaux, la partie aérienne est effectivement fragile, notamment tout ce qui est traversée de route. Il y a des traversées de route qui sont particulièrement fragiles, c'est celles qui sont en biais ou en biseau. Donc on ne reconstruit pas des traversées de route en biseau, on les fait à angle droit de telle sorte que les forces ne soient réparties et ne viennent plus impacter aussi fort le réseau. Donc beaucoup de bon sens. Et puis, ça a été dit aussi, ce qui nous importe beaucoup, c'est d'être identifié par tous les acteurs du territoire. La tornade qu'a évoquée Fabrice, quand la tornade est arrivée, c'était une empreinte d'une 30aine de mètres au travers d'un village. Heureusement, ce n'était pas tout le département. Mais la tornade, elle a complètement nettoyé le village, elle a coupé le village en deux et toutes les infrastructures ont été balayées. Donc là, nécessité de bien se coordonner avec les autres acteurs. On ne va pas replanter chacun son poteau. Non, on se coordonne avec Enedis, on se coordonne avec Orange pour simplement être plus efficace collégialement. Donc être bien identifié, on l'a évoqué, ce n'est pas une gageure que d'être identifié par les préfectures. Loin d'être une gageure. 1, 2 courriers recommandés, notamment période de délestage, des appels téléphoniques en grand nombre. Finalement, pas grand-chose. Si, il y a 2 jours, j'ai reçu un mail, je pense que c'est un collègue de ma voisine, voilà, et il m'a dit... Non, peut-être changer de micro. Merci. Voilà. Exemple même d'une coopération. Bonne nouvelle, le préfet a décidé d'installer un comité de concertation des accès fixes et mobiles. Bon, le dernier échange que nous avions eu, c'était quand même il y a 4 mois et demi. Alors, donc la bonne nouvelle, il y a un comité de concertation qui va s'installer et donc il revient vers moi, vers nous, pour proposer une date. Voilà, donc des adaptations de bon sens, terrain, qui nous permettent de montrer déjà que le réseau est plus solide, et puis aussi l'impérative nécessité d'être identifié, coordonné avec tous les acteurs. D'ailleurs, c'est le sujet du deuxième tour d'intervention. On a, comme le disait Antoine en introduction, on a fait la promotion d'un guide qui propose aux territoires de s'engager dans des démarches de schémas locaux de résilience. Dans les actions qui peuvent résulter de ces schémas locaux, on sait très bien qu'il y a des actions avec investissement à la clé, mais aussi beaucoup d'actions qui tournent autour de la gouvernance, de l'organisation, de la préparation
préparation, de l'anticipation. Donc l'objet maintenant, c'est de travailler sur ces préparations. Stanislas, vous avez commencé à l'évoquer, une meilleure communication. Qu'est-ce que vous identifiez comme action un peu immédiate et relativement facile à mettre en œuvre pour faciliter la préparation pour l'ensemble des acteurs, et en particulier l'opérateur d'infrastructure que vous êtes, mais aussi la gestion dans le cadre de l'intervention d'une nouvelle crise? Merci. Encore un nouvel exemple de... ce qu'il faut, bien sûr, on l'a dit, c'est beaucoup de pragmatisme, mais ce qu'il nous faut tout de suite maintenant, c'est d'être identifié. On l'a dit sur la tornade de Billucourt et de la fibre. Ah bah c'est les PTT. Non, c'est pas les PTT. C'est France Télécom non plus. Bon bah donc c'est Orange. Ah bah non, c'est pas Orange, c'est Cap Fibre. Ah, il y a un petit cycle qui se met en place. Ça, c'est quand même à portée de main que d'être identifié. C'est pas simple hein, pour les autorités locales. C'est pas simple parce que des opérateurs d'infrastructure, il y en a finalement des dizaines de par tout le territoire, et il faut bien imaginer le nouveau schéma. Ça, c'est quand même essentiel que d'être identifié. Et puis après, on peut se positionner quand même sur le temps un peu plus long. On a des plans de continuité d'activité qui nous aident à rassembler toutes les forces de l'entreprise, aller au-delà des forces du seul délégataire pour pouvoir mobiliser d'autres ressources. La crise, c'est vraiment quand on n'arrive pas à faire face. Aujourd'hui, on a eu affaire à des événements importants, climatiques, mais qu'on ne peut pas qualifier de crise. Donc, et là-dessus, il y a de la coopération, j'imagine, au sein d'Axione avec vos collègues des régions voisines, mais peut-être aussi entre les opérateurs. Quel type de coopération sont mises en œuvre dans ce genre d'événement? Alors, avec les autres opérateurs, si c'est les autres opérateurs d'infrastructure pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là, parce que déjà chaque opérateur vit un peu un temps de vie qui peut être différent, construction, pleine exploitation ou pas. Si c'est les autres acteurs, les interdépendances, oui, on commence à avoir des mécanismes avec Enedis, avec Orange pour tenter de se coordonner. Tout cela est basé sur la bonne volonté locale. Ça ne vit pas pour l'instant une vraie gouvernance. Je veux dire que oui, on s'organise pour que on soit plus... Mais on apprend à s'organiser, c'est ça le truc, on apprend à s'organiser. Alors Anne-Cécile, la question revient quand même régulièrement. Comment vous arrivez à identifier les opérateurs d'infrastructure? Vous voyez la complexité de ce nouveau réseau qui n'est pas complètement unifié, mais qui est géré par différents acteurs. Chaque territoire a ses caractéristiques et ses intervenants. Comment vous arrivez, ou comment vous pourriez arriver à intégrer complètement cette dimension, et comment adapter les dispositifs Orsec, RETAP Réseau? Peut-être que vous pouvez faire une petite synthèse de ces dispositifs également. Bien sûr. Alors j'ai une petite slide encore pour illustrer ce que je vais vous présenter. Bon, déjà, je suis très humble sur effectivement cette connaissance des gestionnaires, parce qu'effectivement, je vous confirme, c'est assez complexe, en tout cas pour la partie gestion de crise qu'on est, parce qu'effectivement, il y a une multiplicité des acteurs, sachant que nous, en plus, un jour, on évoque les réseaux, le lendemain, le risque attentat, les inondations, enfin bref, c'est une flexibilité intellectuelle dont il faut qu'on fasse part au quotidien. Alors moi, souvent, on me demande, quand il n'y a pas de crise, qu'est-ce que vous faites? On fait des plans, justement, les plans Orsec. Donc Orsec, ça veut dire Organisation de la réponse de sécurité civile. Et ça tombe bien parce qu'on travaille sur un dispositif qui s'appelle RETAP pour rétablissement des réseaux. Et a priori, toutes les préfectures travaillent sur ce sujet relativement complexe. Donc soit ont approuvé ce plan, soit sont en train de travailler dessus. Alors ce plan, il est organisé en 2 séquences, on va dire. Un tronc commun qui correspond à un mode d'action. Donc c'est au niveau départemental, hein. C'est au niveau départemental, tout à fait. La réponse opérationnelle locale approuvée par le préfet, qui correspond au niveau de gestion de crise. Parce qu'il faut comprendre que, bien sûr, les plus hautes autorités s'impliquent dans la gestion de crise, mais le décisionnaire, en tout cas d'un point de vue juridique, c'est le maire dans un premier temps et le préfet dans un deuxième temps. C'est comme ça s'organise la gestion de crise depuis toujours ou presque. Donc on a un tronc commun qui, en fait, pour faire très simple, qui fait quoi? Parce qu'on a dit, c'est assez complexe, donc il nous faut, pour nous,
acteur opérationnel, connaître les acteurs, connaître le réseau, connaître les notions techniques, les définitions. Et tout ça, déjà, c'est pas forcément très simple. L'interdépendance entre les réseaux, la coordination départementale, et puis les mesures d'urgence. Et ensuite, on va décliner des plans ressources par réseau, donc réseau d'électricité. On a beaucoup travaillé sur les questions de délestage. Les réseaux de communication, réseau d'eau, et on décline. Voilà. Donc ces plans ressources, c'est plutôt le comment, c'est-à-dire la répartition des rôles entre les réseaux, le recensement des mesures palliatives, et puis la phase d'accompagnement. Alors, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'écriture de ce plan, on a mis notamment un certain nombre de groupes de travail, dont un groupe de travail réseau de communication, ce qui nous a permis de rencontrer justement certains acteurs du territoire. Sûrement pas tous, je le reconnais, mais en tout cas, voilà, ça a favorisé aussi cette connaissance au-delà de la gestion de crise, parce qu'on ne peut pas faire connaissance pendant la gestion de crise. Ça, c'est vraiment très important, cette connaissance interpersonnelle. Et puis, justement, ces groupes de travail, ils ont associé les services de l'État, les services opérationnels, les forces de sécurité intérieure, les pompiers, les gestionnaires de réseau, entre autres. Et donc, on a travaillé ensemble à la définition d'une doctrine départementale. Pour nous, je dirais que l'enjeu majeur, au-delà d'identifier les sites les plus sensibles ou les plus dépendants d'énergie, c'est vraiment d'identifier justement le point de rupture, c'est-à-dire à partir du moment où le gestionnaire ne pourra pas seul répondre à la gestion d'un événement, où il va falloir coordonner l'action avec Enedis, avec les forces de sécurité, parce que nous aussi, pendant la tempête Alex, les gens ne pouvaient pas se déplacer comme ils voulaient. Il fallait la plupart du temps intervenir par hélicoptère. Donc tout ça se coordonne évidemment. Et c'était aussi le rôle de la préfecture de faire en sorte que tout le monde puisse intervenir pour faire en sorte que le retour à la normale se fasse dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible également. Et justement, vous citiez les abonnés prioritaires, les sites critiques. Comment se fait cette communication et est-ce que les autres acteurs qui sont autour de la table ont connaissance et comment des priorités de rétablissement, des délestages qui vont avoir lieu? Comment se fait cette communication aujourd'hui ? Alors, si on parle de la liste des abonnés prioritaires en électricité, parce que je pense que c'est principalement ça votre question, parce qu'il y a aussi des abonnés prioritaires pour le rétablissement de l'eau potable, pour la communication. Enfin, pour moi, c'est une démarche qui doit être menée pour tous les réseaux, justement. Quels sont les abonnés prioritaires? Donc, il y a des textes qui fixent, parce que, bon, pour la question du délestage, sachez que nous aussi, dans les Alpes-Maritimes, on a eu tout et n'importe quoi comme demande. Chaque demande peut paraître légitime, c'est normal. Mais malheureusement, on est face à des contraintes en matière d'énergie. On a un quota et au-delà de ce quota, on ne peut pas faire plus. Donc il y a des choix à faire, d'abord réglementaires, parce que les abonnés prioritaires sont fixés par un arrêté ministériel. Alors la liste précise des abonnés prioritaires, elle est placée sous le secret de la défense nationale. Donc tout le monde n'a pas connaissance de la liste globale, à part le préfet. En revanche, chaque responsable d'infrastructure va savoir quels sont ces sites classés comme prioritaires. J'insiste quand même sur une petite notion de délestage électrique. D'abord, le délestage électrique, il peut être non programmé. Nous, on a connu un événement très rapide qui a duré moins d'1 heure, mais qui nous a bien occupés malgré tout en octobre dernier. Donc, on peut faire face à un délestage non programmé. Et puis, le délestage, même si vous êtes sur la liste des abonnés prioritaires, il ne vous préserve pas de toute rupture d'accès au réseau d'électricité. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans le cadre justement d'un délestage, par exemple une action malveillante, un problème technique, un aléa climatique, vous serez quand même face et confronté éventuellement à une rupture d'électricité. Donc ça, j'insiste parce que souvent les personnes se pensent prémunies de tout risque, alors que ce n'est pas le cas. C'est d'où la nécessité de réfléchir justement à des moyens alternatifs, notamment groupes électrogènes, entre autres. Très bien, merci. Florian, au niveau national et au niveau de l'État, comment on voit bien l'intervention au niveau local et départemental de la préfecture? Quelles sont les actions au niveau national pour renforcer cette résilience des réseaux? Merci pour la question. Pareil, j'avais un slide si vous voulez bien le passer. C'était le dernier, c'est celui-là, tout à fait. Ce qu'on a fait à la NCT, c'est qu'on a établi un plan d'action en 3 étapes. Le premier, évidemment, c'était de monter en compétence, de se former sur ces enjeux, donc d'aller rencontrer les gens qui déjà font de la résilience, qui ont vécu des aléas climatiques, qui ont pu mettre en place des plans d'action pour
renforcer et rétablir un service. La deuxième chose, c'était de sensibiliser l'écosystème de l'action de la NCT, de la résilience de manière générale et dans les réseaux de communication électronique, des réseaux fibres. La troisième action pour nous, ça a été d'abord de s'assurer que le cadre en vigueur, le cadre législatif et réglementaire était pertinent aujourd'hui et qu'un maximum de choses étaient prévues, que ce soit de manière juridique ou réglementaire. Et typiquement un exemple sur cet aspect réglementaire ou juridique, notamment dans le cadre des plans hors sec dont parlait Anne-Cécile, il y a déjà toute une littérature qui est faite et qui permet d'avoir des réponses qui soient coordonnées et précises là-dessus. On ne voyait pas, nous, à NCT, de plus-value à essayer de faire évoluer les choses. En tout cas, on n'en a pas senti le besoin. On reste ouvert à toute proposition, évidemment, mais pour le moment, on sent que les choses sont plutôt bien à plat, bien établies. La deuxième phase, c'était pour nous, après d'avoir rencontré, je ne l'ai pas dit, mais plus de 40 acteurs qui sont dans la résilience, c'était de mobiliser, de sensibiliser, de fédérer un peu l'écosystème à travers ces enjeux, donc de participer à des webinaires, d'en organiser. On l'a fait au titre du plan France Très Débit. On a pu faire intervenir d'ailleurs la Banque des Territoires à cette occasion. Aujourd'hui, je suis là, ça fait partie évidemment de ce grand plan de sensibilisation. On a collaboré avec la Banque des Territoires, un guide méthodologique qui reprend en fait un maximum d'éléments sur la résilience. On a le sentiment que c'est un guide qui permet d'aborder beaucoup de sujets, qui reprend les termes techniques, les termes juridiques pour permettre d'avoir une certaine matière sur ce sujet-là, et qui propose à la fin, c'était important pour nous à la NCT, d'établir un schéma local de résilience. Pour nous, la réponse à une crise que traverse un territoire, elle doit être locale. Elle doit être précisée de manière locale. À la fois, comme on le disait, on a beaucoup d'acteurs qui peuvent être différents. La réponse en gestion de crise, elle est faite par le préfet de département qui est en première ligne. Pour nous, c'était évident qu'elle soit à dimension à minima départementale, à la manière des porteurs de projets de réseaux d'initiatives publiques. Et la dernière action qu'on mène, c'est une fois qu'on a compris tout ce qui se passait, une fois qu'on a entendu que il fallait avoir une meilleure connaissance des gestionnaires sur le territoire. Vous le disiez, on a des préfectures qui nous disaient qu'elles appelaient Orange d'office, et on comprenait que du coup, c'était pas forcément l'opérateur d'infrastructure sur le territoire. Donc nous, c'est important qu'on veille à ça, qu'on puisse donner des clés aux préfectures à travers différentes facettes. On a d'abord l'envie de réaliser des fiches thématiques qui soient destinées d'un côté aux collectivités qui veulent se lancer dans un schéma local de résilience, se poser les bonnes questions, qu'est-ce que je dois prévoir, côté préfecture de la même manière, permettre à nos collègues des préfectures de monter en compétences, pas forcément dans les services de gestion de crise, mais aussi les collègues qui sont chargés de mise en œuvre des politiques publiques, qui ont déjà beaucoup de choses à gérer, donc leur apporter clé en main des questions simples à avoir en tête, continuer à organiser des webinaires dédiés à ce sujet, apporter toujours plus de réponses et d'accompagnement aux collectivités, s'appuyer sur les retours d'expérience. Vous en parliez à Anne-Cécile. C'est important pour nous qu'on aille rencontrer les acteurs qui ont pu vivre ce type de choses. Vous en parliez aussi côté Manche et Nord-Pas-de-Calais, de la même manière. Et le sentiment que les comités de concertation locaux qui ont été mis en place dans le cadre de la fermeture du réseau cuivre d'Orange et qui permet pour la première fois à un niveau local d'avoir autour d'une même table tous les acteurs de l'aménagement numérique du territoire, ce comité qui fonctionne bien, qui fonctionne plus ou moins bien selon les territoires aujourd'hui, mais qu'on pousse côté ANCT pour sensibiliser les gens à la fermeture du réseau cuivre, on a le sentiment qu'on pourrait ajouter une séquence qui soit dédiée à la résilience. On l'a vu dans certains territoires, je pense à la Gironde qui avait ajouté à l'ordre du jour un point sur la résilience et qui permet du coup d'engager une discussion avec l'ensemble des acteurs. Donc on a les opérateurs commerciaux, on a les opérateurs d'infrastructure du territoire, les services de la préfecture, le préfet, les élus, évidemment, maires,
parlementaires parfois qui peuvent être investis, et la collectivité qui porte le projet de réseau d'initiative publique. Et ce qu'on aimerait aussi, ce que vous disiez Stanislas, c'est anticiper, faire preuve de bon sens. Ce qu'on aimerait, c'est que ce bon sens il devienne formel, qu'on ait un formalisme, qu'on puisse déployer sur l'ensemble du territoire. Voilà, je veux faire de la résilience, quelles questions je dois me poser, quelles actions en priorité je dois avoir en tête. C'est la raison pour laquelle à la NCT, on pousse vraiment les collectivités à penser ce schéma de local de résilience sans attendre malheureusement les effets d'un dérèglement climatique qui en fait ne permet pas de penser à froid les choses, de prendre ce temps, et c'est la raison pour laquelle on pousse vraiment pour que ce schéma puisse être mis en place partout sur le territoire français à l'échelle locale. Ça, c'est très important. Justement, on y vient, Fabrice. Vous avez signé, je crois, juste avant cette table ronde, la convention avec la Banque des Territoires et avec Cap Fibre pour lancer ce schéma local de résilience à l'échelle de votre territoire. Qu'est-ce que vous en attendez? Quelles sont les priorités et quelle suite vous imaginez à l'issue de ce schéma? Oui, effectivement, on a signé juste avant le schéma de résilience et on avait fait quelques études pendant le déploiement qui avaient plutôt identifié la nécessité de boucler les NRO ou de faire de l'enfouissement d'axes structurants. Là, on veut aller plus loin sur ce que propose, sur la base du guide qui a été produit. On veut aller plus loin, on veut aussi parfois être peut-être innovant. Hein. Antoine le disait, on a quand même construit le réseau à proximité des réseaux existants. On nous avait incité à une époque à être dans les NRA d'Orange. Bon, on n'y est pas, ça n'a pas duré longtemps cette proposition. On n'y est pas, mais on n'est pas très loin. Et Orange, avec l'extinction du cuivre, éteindra sans doute pas ces NRA. Donc pourquoi pas profiter du réseau aussi d'Orange et inversement que profite de notre réseau pour faire une résilience commune. Cet aspect commun, il est important dans notre schéma de résilience. Je lisais ce matin dans la presse locale qu'il y allait avoir un schéma de résilience de l'eau, lié aux inondations. On a des acteurs comme Enedis qui ont une grande expérience de la résilience et aujourd'hui, finalement, on a tendance à réécrire un certain nombre de choses alors qu'on pourrait s'inspirer de ce que font ces grands acteurs. Donc c'est un point important pour nous. On se dit aussi qu'il y a peut-être des choses qui doivent être gérées à l'échelle nationale. Il y a des données qui nous sont nécessaires, qui sont non publiques, qu'on demande à l'État, mais comme on disait, c'est plus ou moins simple d'avoir ces données. Je pense aux données sur les aléas, feux de forêt, mouvements de terrain, délinquance, accidentologie. Peut-être qu'il faut dire à toutes les préfectures de nous donner les données à tous les territoires. La commande est passée, là, je vois que c'est noté. Voilà, donc c'est important qu'il y ait cette cohérence pour éviter un éparpillement. Bon, et puis il y a aussi le nerf de la guerre, c'est que qui va payer le plan d'action du schéma de résilience. Alors, si on considère que c'est de la bonne exploitation, qu'on nous autorise à augmenter les tarifs, je pense que ça se réglera un peu naturellement, mais c'est pas si évident que ça. Il y a la VICA FNCCR dans la salle qui nous assiste là sur une étude sur les tarifs. Je pense que les conséquences du schéma de résilience, c'est un des éléments qu'il faut mettre dans cette étude, parce que sinon on va avoir des problèmes. Le schéma de résilience, c'est des choix. L'étude qu'on avait faite, là, c'était des dizaines de millions d'euros. On ne pourra pas faire des dizaines de millions d'euros. Donc il faudra qu'on fasse des choix sur certains axes. Il faudra qu'on lie ça aussi au plan de continuité d'activité. C'est pas la même chose. Et si on rend robuste le réseau, on pourrait. Il faut qu'on adapte le plan de continuité d'activité. Et si on fait le choix de ne pas rendre robuste certaines parties, à l'inverse, il faut que le plan de continuité d'activité soit axé sur ces points-là. Mmh. Donc voilà, une cohérence globale pour éviter l'éparpillement. Très bien. Grégory, de votre côté, où en sont les réflexions sur ce schéma ? Ben là, pour le coup, la tempête de la fin d'année dernière a été un petit peu un accélérateur, il faut le dire, hein, sur ça. Puisqu'initialement, en fait, quand on nous parlait de schéma local de résilience, moi, en tant que bon ingénieur, j'avais une définition un peu mécanique, c'est la capacité à absorber l'énergie lors d'un choc. Voilà, c'est ça, la résilience mécanique. Bon, en fait, après, une fois qu'on a discuté avec les acteurs du numérique, la NCT, la Banque des Territoires, on a bien compris que ce n'était pas du tout une définition de ce type-là, mais plutôt l'objectif de remettre à un état quasi normal,
Est-ce que c'est exactement le même qu'avant l'événement ou non? Voilà, c'est des choses qui sont à définir, mais c'est essayer d'identifier quels sont les risques, les expositions à ces risques et les modalités pour revenir à cet état quasi normal, dans un temps donné, avec des moyens à déterminer. Et du coup, pour faire tout ça, il faut déjà faire un bon gros diagnostic technique sur quel est mon niveau de sensibilité à ces différents risques, donc les lister, les classifier, et puis réussir aussi à se dire c'est quoi la gravité de tel ou tel événement. Est-ce que avoir 100 000 abonnés coupés pendant 1 heure, c'est plus grave que d'avoir 100 abonnés coupés pendant 1 an? Bon, il y en a où on va réparer très rapidement, mais il y a beaucoup de monde d'impactés. D'autres, ça va être très long, mais pour une poignée. Qu'est-ce qui est le plus grave que l'autre? Est-ce que les deux sont très graves? Donc c'est aussi réussir à mettre un curseur sur ces impacts, ces niveaux de gravité, les niveaux de fréquence de ces événements. Est-ce que c'est un événement centenaire? Donc du coup, est-ce que je mets beaucoup d'énergie pour clôturer un événement qui va arriver 1 fois par an, ou est-ce que c'est des événements qui vont être beaucoup plus récurrents? Donc c'est réussir à mettre en place tous ces éléments pour du coup apporter les solutions associés, y mettre des moyens techniques, des moyens humains, des moyens organisationnels, avec les services de l'État, avec les services des communes, les EPCI, avec les autres syndicats, les syndicats d'énergie, les syndicats d'eau, parce qu'eux aussi ont besoin de connexion télécom. Voilà, les châteaux d'eau, ça a besoin de pilotage, et du coup ça a besoin de télécom, mais ça a aussi besoin d'énergie. Donc voilà, il y a tout cet environnement à coordonner. Et du coup, le schéma local de résilience, pour nous, ça va être ces aspects-là. C'est pas uniquement un côté, on veut créer ou un réseau qui soit indestructible. Avoir un réseau indestructible, déjà je suis même pas sûr que ça existe réellement. Ça aurait un coût qui serait démesuré. Est-ce que ça répond réellement à nos objectifs de résilience dans la définition qui nous a été donnée? Pas certain. Donc voilà, donc c'est réussir vraiment à faire tout ce diagnostic. Là, on est maintenant dans une phase de rédaction de nos cahiers des charges. L'idée, c'est de rentrer dans le moule de la vision nationale aussi et du calendrier qui est poussé par l'ANCT et par la Banque des Territoires. Donc là, on est en train de rédiger ce cahier des charges et on envisage de le lancer de manière concrète au 2e semestre de cette année. Bon, c'est noté, et Sandra a noté qu'elle souhaite cofinancer le schéma. C'est bien volontiers. Ça me donne l'occasion de rappeler que, au niveau de la Banque des Territoires, la première action qu'on fait sur ce sujet, c'est de cofinancer à hauteur de 50% le coût de réalisation des schémas locaux. Je n'ai pas dit qu'on finançait les actions qui sont derrière. Merci beaucoup à tous. Peut-être, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Oui, Baptiste. Bonjour, Baptiste Essevaz-Roulet, ANT Conseil. Je voulais appuyer les propos de M. Douez au sujet des données, de la disponibilité des données, parce que ce que nous avons constaté, c'est qu'elles existent, puisque les préfectures éditent des rapports, notamment de plans de prévention des risques, qui sont extrêmement riches, qui sont très détaillés, mais dont toutes les illustrations, toutes les cartes restent au format papier ou PDF, alors en tout cas, là, nous avons trouvé quelques données relatives aux inondations, mais ça s'arrête là. Et c'est bien dommage parce que vous avez certainement dans vos serveurs les couches SIG qui ont servi à les construire. Et voilà, ça peut être un des objectifs de ce mouvement des schémas de résilience, c'est de mettre à disposition au public en général les données relatives aux risques que vous avez examinés. Oui. Alors, c'est pas tellement mon domaine à moi, mais je vais quand même faire part du travail qui est fait par mes collègues dans une direction. Alors, c'est les directions départementales des territoires ou direction départementale des territoires et de la mer qui travaillent sur ces plans de prévention des risques. Il me semble, alors vraiment sous vérification, qu'il y a un portail qui s'appelle GeoRisque, il me semble, où vous pouvez avoir accès à un certain nombre de données qui concernent les risques. En tous les cas, il y a des cartes qui sont faites et effectivement, c'est ces services-là qui sont en charge d'élaborer ces plans de prévention des risques, que ce soit incendie, feu de forêt, inondation. Nous, on a aussi des PPR sismiques dans les Alpes-Maritimes. Donc, il y a un gros travail de prévention des risques qui effectivement est mené. Et je pense que l'accès aux données peut être possible.
Mais je vous invite à contacter les DDT-M, Direction départementale, territoire et mer, si vous avez du littoral. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants pour cette table ronde. Et puis, je vous propose d'enchaîner sur la deuxième table ronde. Merci à tous. Ils sont en ligne ? Alors nous allons poursuivre avec la deuxième table ronde. Donc la particularité, c'est que nos trois intervenants sont en ligne. Et puis que j'ai à mes côtés Alexandra Greenwood, qui est de la direction des prêts et qui est en charge du service public local et des projets complexes, secteur public. Nos intervenants, donc Morgane Hervé, qui est directeur général des services du syndicat mixte de Haute-Garonne, Éric Ferrari, qui est de la collectivité territoriale de Corse et qui est directeur de l'aménagement et de la transformation numérique de la Corse. Et enfin, M. Benoît Chabrier, qui est directeur du numérique pour le préfet de la région Occitanie. Donc l'objet de cette table ronde, c'est de justement travailler sur la suite des schémas locaux de résilience et de voir quels sont les premiers retours et les premières actions qui sont menées par ceux qui ont réalisé les premiers schémas en France. Donc, je vais d'abord m'adresser à Éric Ferrari. Vous avez réalisé un schéma local de résilience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quant aux motivations et puis aux premiers objectifs et au périmètre de ces schémas que vous avez réalisés? Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Alors, effectivement, je représente la collectivité de Corse. Donc, la collectivité, ce n'est pas une région telle qu'on la connaît aujourd'hui en France continentale, mais c'est la fusion de trois entités, la région et les deux départements. Donc, on est une collectivité assez atypique. La problématique de schéma de résilience s'est posée à l'occasion d'un événement de tempête climatique qui a eu lieu le 18 août 2022, excusez-moi, et juste après d'ailleurs que nous ayons publié notre schéma territorial d'aménagement numérique de la Corse, que nous avons fait approuver par notre Assemblée en juin 2022, et en août arrivait cet événement climatique qui a balayé en fait la Corse du sud au nord, notamment la côte ouest de la Corse, et qui a fait d'énormes dégâts et des victimes. Et là, il y a eu une réaction de la collectivité et de son président qui est de dire il faut aujourd'hui engager une réflexion au sein de notre collectivité autour de la problématique de résilience, c'est-à-dire être capable d'anticiper, de réagir et de s'adapter à ce type d'événements et de changements climatiques. Donc, nous entamions en parallèle à ce vœu du président qui concernait tous les domaines, bien évidemment, mais celui aussi des télécommunications, eh bien, nous engagions dans le même temps notre schéma de résilience. Schéma de résilience qui était axé eh bien, sur un retour d'expérience de cette tempête et sur l'impact qu'elle avait eu sur nos réseaux. Et là, on a entamé une approche assez classique du schéma de résilience pour s'interroger eh bien, sur les maillons faibles du réseau. Cette réflexion sur les maillons faibles du réseau nous a conduit à aborder eh bien, plusieurs thématiques. À la fois les réseaux terrestres, les réseaux fixes, mais aussi la question des réseaux mobiles,
mais aussi, dans le même temps, la problématique est effectivement du raccordement de la Corse au continent et de tous les réseaux aussi qui pouvaient exister sur le territoire. Et notre schéma de résilience a dépassé finalement un cadre limité à certaines problématiques pour englober une problématique beaucoup plus globale qui interroge l'ensemble des infrastructures de réseau de la Corse, y compris d'ailleurs l'énergie, puisqu'on s'est aperçu que lors de cette tempête, une des principales failles à la continuité de service de nos réseaux, mobiles notamment, ça a été la rupture énergétique qui a fait que, notamment le téléphone mobile n'était plus disponible sur des zones. Voilà pour introduire un peu le sujet. Il s'avère que quand vous embrassez ce type de problématique, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est à la fois technique, mais elle est aussi organisationnelle. C'est-à-dire que le cloisonnement qui existe entre les sujets ne pousse pas à aborder la résilience dans tous ses aspects et dans toutes ses dimensions. Et la question et les questions soulevées dans la table ronde précédente résonnent aujourd'hui chez nous dans le sens où nous entamons une mise à niveau de notre schéma de résilience pour englober finalement une problématique très très large qui touche à tous nos réseaux et pas seulement à nos réseaux, à nos données, à nos data centers, à la problématique cyber, comme à la problématique, comme je vous l'ai dit, de l'énergie. Merci beaucoup. Morgane Hervé, même question. Qu'est-ce qui a motivé au départ la réalisation de ce schéma et quelles étaient les priorités? Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, et merci de nous associer pour ce partage de retour d'expérience, et merci à la Caisse au passage opportunément de nous avoir cofinancé notre étude. Alors ce qui nous a motivés, c'est qu'on accueillait il y a quelques années maintenant les universités du très haut débit. Il y avait un thème qui mobilisait tout le monde à l'époque, c'était la polémique sur le mode stock, et nous on basculait massivement en commercialisation et on était assaillis de retours de nos maires, voyant un coefficient d'aérien élevé, nous interrogeaient sur la résistance du réseau et commençait à poindre des sujets autour de l'enfouissement et pourquoi vous n'avez pas fait de la résilience by design, etc. Donc notre premier réflexe, ça a été déjà de tordre le cou à l'idée que ce serait une très bonne idée d'enfouir la totalité du réseau, surtout qu'on en connaît le coût aujourd'hui, ce serait plus de 700 millions d'euros d'investissement nouveau. Le second, c'est que nous, on avait une réflexion sur le sujet de la collecte et notre AMO de l'époque, qui était ANT, nous accompagnait pour réfléchir à éradiquer des segments de collecte un peu sensibles supportés par de la LFO. Donc, en fait, on a continué à étendre cette réflexion dans l'idée de réfléchir de manière générale à ce sujet de la résilience, en essayant d'appliquer cette réflexion à la totalité de notre projet, sachant qu'il n'existait pas vraiment de corpus documentaire ou méthodologique, parce que c'est venu à peu près concomitamment au lancement de notre étude. J'ajoute qu'il y avait un contexte quand même réglementaire, parce qu'il y a des directives, il y a au moins 3 directives européennes qui visent, notamment la dernière, Nice, qui évoque quand même la résilience des réseaux. Donc, de toute façon, il y a quand même quelque part un cadre réglementaire qui nous intime de nous interroger sur nos propres capacités à absorber les chocs d'incidents, alors soit difficilement prévisibles, apporter des conséquences dévastatrices, où là, évidemment, la question, c'est plutôt de savoir comment on s'organise pour faire une gestion de crise, mais il y a des incidents d'exploitation beaucoup plus réguliers. Nous, on venait de basculer massivement en exploitation et on voyait qu'il y avait plutôt peut-être des actions du coup plus curatives à imaginer. Donc les deux sujets qui, au-delà de l'aspect réglementaire, il y a eu un sujet plutôt d'ordre politique, c'est-à-dire qu'il fallait faire descendre au niveau des maires aussi, à travers la réflexion sur les plans communaux de sauvegarde, l'idée qu'ils devaient être aussi acteurs de cette résilience.
On a eu la chance, nous, très rapidement, de pouvoir aborder ces sujets en CCL, ça a été évoqué tout à l'heure, et la présence de Benoît Chabrier et le témoignage que les services de l'État travaillent de toute façon déjà en bonne intelligence de manière générale sur les différents sujets locaux, mais là, en l'occurrence, les audits qu'on avait conduits et amenés les entretiens nous montraient qu'on n'était pas identifié au niveau des services de l'État, et donc ça nous a permis de travailler maintenant sur une réflexion sur comment s'intégrer là-dedans. Ensuite, c'est des incidents récurrents, ça pose aussi des questions sur notre environnement contractuel, à savoir comment se définira l'exercice de la force majeure dans des contextes où il y a des événements qu'on considérait comme imprévisibles hier, qui deviennent presque routiniers maintenant et qui vont nous amener à avoir quelques sujets sympathique de discussion avec nos délégataires, même s'il y a aussi une question qui est du coup plutôt financière, qui est, bon, je l'évoquais, de notre point de vue, tout enfouir serait une ineptie, mais il y a aussi des réflexions à avoir sur les 80-20. Je veux dire, s'il y a 10% de surinvestissement sur le réseau qui permettent de régler 80% des problèmes, lissés sur les 20 ans d'exploitation, c'est pas idiot de réfléchir le plus tôt possible à des investissements pour durcir le réseau. Voilà. Après, et je termine juste ce propos introductif par là, le schéma de résilience, c'est pas une fin en soi, hein, il doit vivre. Je vous donne deux anecdotes rapides. Il y a quelques jours, alors que notre schéma de résilience montre qu'on n'a pas de défaut sur certains segments de collecte, on a un dévoiement sur l'A61 en ce moment. Il a fallu mettre un bout de ce réseau en aérien, ce qui a créé un SPOF. On a eu une coupure de 6-5 heures qui a mis dans le noir 3000 clients. Bon, notre schéma de résilience n'a pas identifié ça. Je veux dire, il y a la résilience structurelle qu'il faut imaginer, et puis il y a l'attitude active qu'il faut avoir au quotidien sur la création de points sensibles. Et enfin, dernier point, même quand on pense avoir fait le tour des sujets dans les plans de résilience, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des contrats pour notre délégataire, qu'il y aura des hélicos, des motoneiges, et ben en fait, on a un festival de contrats, de réassurance en tout genre, mais au final, on se rend compte qu'il n'y a qu'un groupe électrogène, que dans les plans Orsec, on n'est pas identifié comme pouvant faire de la réquisition de groupes électrogènes. On ne pense pas toujours, quand on a fait son schéma local, que le voisin, il peut avoir un incident en même temps. Je donne pour exemple fin juin 2023, la Tarn-et-Garonne faisait l'objet d'un incident, d'un événement tempétueux massif qui mettait à terre le réseau ELEC et le réseau fibre. Et dans le même temps, quelques jours après, on avait un événement cyclonique sur le Lauragais où notre réseau était aussi à terre. On avait tout ce qu'il faut, sauf que les arbres coupaient les routes. Et que ce qu'il faut dans ces cas-là, quand deux départements sont en concurrence de moyens, même si c'est le même OI, on a pensé à tout, mais peut-être pas à est-ce qu'il y a assez de personnel formé, est-ce qu'il y a assez de pays, est-ce qu'on a assez de tronçonneuses pour pouvoir enfin faire passer les tarières, replanter les poteaux. Voilà, je termine Merci, Morgane. le propos introductif par là. Benoît Chabrier, vous avez justement été cité par Morgane, vous avez accompagné le schéma local de Haute-Garonne. Quel rôle ont joué la préfecture de région et le SGAR dans l'élaboration de ce schéma? Oui, merci. Peut-être rapidement faire un peu de pédagogie sur l'organisation des services de l'État. Hein. C'est un peu complexe. Donc, moi, je travaille à la préfecture de région, donc au SGAR. Donc en fait, on a des préfets de département qui effectivement sont les gestionnaires de crise, et donc la crise dépasse le niveau communal, comme l'a expliqué ma collègue. Le préfet de département est plutôt sur les aspects, on va dire, régaliens, contrôle de l'ordre public, contrôle de l'égalité, mise en place des élections et gestion de crise. Le préfet de région, quant à lui, est responsable de tout un tas d'autres sujets plutôt liés aux politiques publiques. Donc, c'est notamment le chef de la DRAF, de la DREAL, de la TRAC et de la TRETS, que vous devez connaître. Et donc, lui, il est sur tous les aspects la politique publique, hors sujet ministère de l'Intérieur. Donc, le préfet de région est hiérarchiquement au-dessus des préfets de département sur tous ces sujets de politique publique, mais pas sur les aspects de la gestion de crise qui, vraiment, eux, reviennent au ministère de l'Intérieur, au préfet de département. Néanmoins, donc dans les SGAR, on a des chargés de mission numérique dans tous les SGAR, qui connaissent, enfin les porteurs de RIP connaissent bien leurs chargés de mission numérique
puisqu'on est aussi intégré avec la NCT dans les plans de mise en place du très haut débit. On a au niveau de la gouvernance des infrastructures numériques, on a au niveau régional ce qu'on appelle une CRSN, un comité régional de stratégie numérique, alors qui ne se réunit pas forcément tous les ans. Donc nous, en Occitanie, ça fait quelques années qu'on ne l'a pas réuni d'ailleurs, mais on aimerait la réunir prochainement. C'est un peu compliqué dans les très grandes régions maintenant de réunir ces instances tous les ans. En tout cas, au niveau local, on a également ce que Morgane appelait les CCL, donc les comités de concertation locaux, qui eux vont balayer tous les sujets d'infrastructure numérique. Donc la fibre, en zone AMI, en zone RIP, voire en zone très dense, le mobile, la maintenance du réseau cuivre, la fin du réseau cuivre. Donc ça fait beaucoup de sujets. Les réunions durent en général facilement 2h30. Donc c'est vrai que mettre en plus un sujet résilience, clairement ça va être un peu compliqué, mais en tout cas ça a vocation à être une instance de gouvernance départementale qui pourrait être utilisée. Donc moi ce que j'ai fait pour Morgane, c'est que je lui ai fait déjà des rétextes de ce qu'on avait vu comme crise au niveau de l'Occitanie. Je l'ai mis en relation avec la préfecture de département, puisque dans les Alpes-Maritimes, vous avez vu ma collègue du site PC, donc SIDPC, mais en Haute-Garonne, vu qu'on est dans un département où on a le chef-lieu régional, ce n'est pas un site PC, c'est un CIRASEC PC. Vous m'avez perdu là. Alors c'est comme ma collègue des Alpes-Maritimes. Au niveau départemental, lorsqu'on n'est pas dans un chef-lieu, un département qui héberge la Haute-Garonne, on héberge Toulouse, qui est le chef-lieu régional. Donc on est une préfecture un peu particulière, et donc à ce titre, on a non pas un site PC, mais un CIRASEC PC, SIRACED/PC. Voilà, donc, ça compte au Scrabble ou pas du tout? Ça compte pas, mais on est assez fort effectivement en acronyme. Ça. Et donc, je les ai mis en relation avec eux et également avec la direction départementale des territoires, comme le disait ma collègue des Alpes-Maritimes. C'est eux, finalement, qui derrière vont faire les plans de prévention des risques, des inondations. C'est eux qui ont les couches SIG. C'est eux qui ont cette connaissance sur les risques d'inondation. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à passer par les chargés de mission en SGAR pour qu'on fasse le relais avec les différents interlocuteurs. Très bien, je redonne la parole à Eric Ferrari pour envisager les actions qui vont suivre la réalisation du schéma. Quelles sont les priorités? Et puis, qu'est-ce que vous mettez dans la catégorie organisation et gouvernance? Et qu'est-ce que vous mettez aussi comme action qui nécessite probablement des moyens supérieurs? Alors, je vais essayer de décliner pour être très pratique un peu ce que nous voulons faire avec des problématiques qui dépendent aussi de notre capacité à modifier la réglementation dans le cadre d'un statut d'autonomie de la Corse qui est en cours de négociation. Donc je vais essayer de décliner nos actions très pragmatiques dans le cadre du fixe. D'abord, dans le fixe, nous avons dans tout ce qui est nos réseaux, donc FTTH, mais aussi filaires, nous avons entamé des marchés de travaux pour le renforcement des infrastructures par l'enfouissement, la suppression des SPOF, de façon complémentaire à l'action de nos délégataires de services publics. Donc là, sur cet aspect-là, nous agissons en maîtrise d'ouvrage de la collectivité pour constituer ces bouclages de réseau, en sachant que la Corse est une île montagne et elle a un relief très, très difficile. Et donc, nous complétons le renforcement de ces infrastructures. Le deuxième élément, c'est que nous sommes en train de réfléchir à la constitution d'un réseau de très haute qualité de service dans le cadre de la fin de notre IPMG autour de sites, de points stratégiques essentiels pour la Corse. Et je voudrais être précis sur ce jeu-là, sur ce point-là, qui est le fait de dire que nous, collectivités, nous pensons qu'on est en mesure de déterminer aussi des points stratégiques sensibles qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont déterminés par l'État et que nous ne sommes pas censés connaître d'ailleurs. Donc là aussi, nous avons une action qui est en train de se faire. La troisième action et qui implique une autorisation à ce qu'on puisse adapter la réglementation, c'est nous souhaitons supprimer le mode stock en Corse. Au niveau de notre réseau FTTH, c'est un élément qui aujourd'hui est extrêmement
préjudiciable à la résilience de notre réseau FTTH notamment. Sur le mobile, nous avons aussi des actions qui cadrent avec le New Deal mobile, mais aussi avec la perspective de nous donner un droit à l'expérimentation d'un opérateur neutre de téléphonie mobile, comme nous le faisons d'ailleurs dans les RIP FTTH notamment. Et pour un troisième point que je voulais aborder, et puis j'en arrêterai là, c'est la connectivité extra-insulaire et l'hébergement de données qui pour nous sont des éléments extrêmement importants dans notre stratégie de résilience. Nous avons acquis en fin d'année dernière un nouveau câble et posé un nouveau câble entre la Corse et le continent de façon à assurer la résilience de ces réseaux sans lesquels nous ne pourrions pas communiquer. Et donc un nouveau câble était un élément extrêmement structurant pour notre résilience. Nous étudions aussi évidemment des aspects qui sont liés à la question de l'élagage mutualisé et pour en finir sur votre question qui était l'organisation que nous voulons mettre en place, hélas, toutes les organisations qui sont préconisées à l'initiative de l'État de gouvernance, aujourd'hui, force est de constater qu'en Corse, elles fonctionnent de manière contrastée. Et donc, nous souhaitons un organe de gouvernance qui fédère l'ensemble des acteurs sur l'ensemble de la problématique des réseaux de télécommunications et pas seulement secteur par secteur. Sur le décommissionnement du cuivre, on en parlait tout à l'heure, la commission en Corse ne s'est jamais réunie et donc nous considérons en tant qu'acteur territorial et comme aussi autorité délégante du réseau très haut débit, nous considérons que nous avons notre rôle à jouer dans le décommissionnement et aujourd'hui, malheureusement, la collectivité de Corse est sur le bord du chemin de toutes ces réflexions. Donc voilà un peu l'esprit de notre plan de résilience tel qu'il est aujourd'hui et tel que sont engagées les initiatives au sein de la collectivité de Corse. Alors, évidemment, le corollaire à ça, c'est que nous pensons qu'il est extrêmement important de mettre en synergie tous les acteurs autour d'un schéma de résilience et d'une gouvernance concertée qui soit non pas asymétrique, c'est-à-dire sur lequel un acteur ait la main sur les autres, mais dans lequel chaque acteur est à parité des autres et joue son rôle et pèse le même poids dans l'instance de gouvernance. Merci beaucoup Eric. J'ai entendu des bruissements dans l'assistance. Si vous arrivez à supprimer le mode stock, je pense que vous allez faire des jaloux. Je passe la parole à Morgane. Même question. Quelles sont les premières actions que vous avez identifiées et comment vous voyez la suite pour mettre en œuvre les actions que vous avez définies dans le cadre de votre schéma? Alors en fait, on a fonctionné de manière assez classique. On a travaillé d'abord sur une mobilisation des acteurs. Je crois que c'est l'élément qui est revenu le plus souvent. Faire connaître notre démarche, sensibiliser au fait qu'il n'y a pas un acteur, mais en fait, on sera tous les héros d'un projet de gestion de crise ou d'une démarche proactive. Donc ça, c'est important. Alors, on essaie de le remonter à chaque fois qu'on peut. Là, Benoît a vu que j'essaie de lui tordre un peu le bras pour essayer de le passer dans la CCL. Mais en fait, à chaque fois qu'on arrive à avoir autour de la table, ce qui est rare, Enedis, le SDIS, la gendarmerie, les services de l'État, on n'a pas des milliers d'occasions de faire une fête de famille. Après, sur le déroulement, c'est assez classique. On a passé notre réseau au tamis d'un certain nombre de risques en regardant la collecte, le transport et la desserte, en regardant quels sont les niveaux d'exposition et quelles sont les probabilités de la réalisation de ces risques. Avec, pour en déduire un plan d'action partout où on pouvait avoir la main et parfois anticiper. Alors déjà, le premier point, c'est d'arriver à avoir une convergence sur l'analyse des risques. Parce que identifier les risques, c'est une chose,
mais on se rend compte qu'on ne partage pas toujours le même degré de criticité avec nos délégataires. Donc le temps de le faire, par exemple, il y a des choses assez contre-intuitives. Pour nous, le risque incendie, le PFDCI montre que c'est 1% du territoire, ça vise en réalité 2 communes, ça ne nous paraît pas absolument majeur. Et pourtant, sur le réseau, l'impact sera dévastateur, et donc c'est considéré comme un risque majeur du point de vue de notre délégataire, pas forcément pour nous. À l'inverse, pour l'eau, le risque de submersibilité, on a identifié, il porte que sur un hénéron en particulier. Mais nous, on étend l'analyse au fait qu'on a des poteaux qui sont situés dans des zones à risque d'effets torrentiels. On a des PB ou des PBE, des BPE qui sont exposés sur des risques récurrents. Et donc, nous, le risque de submersibilité, on aurait tendance à le coter un peu plus. Mais ce qu'il faut retenir, parce que il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Nous, en fait, alors quelqu'un a cité le fait qu'il ne fallait pas inventer la roue et c'était plutôt cohérent de s'appuyer de ceux qui ont 70 années d'expérience là-dessus. Je pense en particulier à Enedis. Nous, on a fait une démarche et on s'est appuyé pas mal sur leur méthodologie, fort aussi des préconisations de notre AMO. On a identifié à la fois les couloirs de vent, donc en estimant qu'un événement tempétueux, c'était au-delà de 100 km/h et on considérait qu'il avait un impact réel au-delà, plutôt aux alentours de 140 km/h. Et après, il y a la réalisation d'un risque vent. C'est une condition souvent nécessaire, mais rarement suffisante à absolument dégrader le réseau. Il y a les occurrences de ce risque vent. Donc, on a ajouté l'analyse de la fréquence de ces événements. Et puis, diable d'après, vous verrez que, je crois que ça a été dit en particulier par Grégory, pour la Manche. En effet, le risque, c'est la conjonction d'une présence d'une emprise végétale importante, notamment une emprise végétale haute. Et donc, l'idée, ça a été d'amener des indicateurs pour pouvoir descendre dans la granularité de chaque segment, pour identifier sur chaque segment le niveau de risque avec une pondération. C'est évident qu'un segment qui va être très chargé avec beaucoup de clients, notamment des entreprises, des institutionnels, et qui est en plus dans une zone avec un facteur un risque incendie et des facteurs d'exposition forts à des massifs végétaux, on va être dans un critère maximal. Et à partir de là, donc vous voyez les segments avec une criticité, la coloration vous permet d'identifier le risque, mais ça, moi, ce fichier-là, je peux l'avoir et l'exploiter dans un contexte mobile. Je vous dis ça parce que c'est important pour savoir comment remobiliser nos équipes et les rendre proactives sur l'anticipation de ces risques. Donc, on peut passer à la diapo d'après. Je peux cliquer sur un lien et sur ce lien, je vais identifier le niveau de risque et c'est là où il va y avoir des arbitrages pour savoir si on rentre sur un plan d'élagage préventif avec un degré important de contrôle annuel ou si on va plutôt partir sur un plan d'abattage avec peut-être la plantation d'essences qui auront des pousses plus lentes et qui seront moins invasives. À l'inverse, quand on voit qu'on a une population de résidentiels importante avec des professionnels, qu'on est sur une commune qui est exposée, une des rares communes exposée à un risque incendie et sur lequel on a déjà une emprise végétale massive, c'est évident que là, on va mettre un niveau de priorisation élevé sur une action à réaliser d'enfouissement sur ce segment-là. Voilà, on doit pouvoir passer à la diapo d'après. Merci beaucoup. Évidemment, Morgane. on a passé après au tamis les différents risques. Donc, ce qu'on constate dans le cas de la Haute-Garonne, c'est qu'on a une faible exposition à la plupart des risques, à l'exception de celui que j'exposais du vent qui ne fait pas que décoller les avions, qui nous fait régulièrement décoller les poteaux, les boîtiers et éventuellement des portes d'armoire, quand nos amis du mode stock ne s'en chargent pas. Et évidemment, il y a des choses sur lesquelles il y a des actions plutôt à traiter de manière beaucoup plus coopérative, comme le sujet de l'interdépendance des réseaux, qui est pas mal revenu. Et puis, il y a des choses sur lesquelles, en fait, on n'a pas pu documenter aujourd'hui et où on est justement en train d'observer ces risques-là. C'est pour ça que j'évoquais le fait que le schéma de résilience
c'est quelque chose qui doit être dynamique. Nous, évidemment, on est très, très exposé à des événements caniculaires. Ces événements caniculaires nous démontrent qu'on a des usures extrêmement prématurées sur les équipements de climatisation. Il va falloir qu'on réfléchisse avec notre délégataire à un mix de solutions, et pas que des ombrières, pour essayer de protéger nos NRO, mais on constate aussi que donc il y a une usure sur les matériaux. Donc là, il va falloir qu'on les observe. Et ces épisodes caniculaires sont souvent ponctués de pluies torrentielles. Et ces épisodes-là ont eu des incidences sur le terrain. On voit des effets de rétractation et des sols de plus en plus meubles. On n'a pas de manière empirique assez de données pour constater les risques, mais notre territoire est particulièrement contrasté entre un territoire avec le Piémont pyrénéen et les lignes du Frontonnais. Et ce qu'on observe, c'est que même sur des contextes où on n'était pas habitué à avoir des glissements de terrain, on observe déjà des incidents. Donc il y a ce qu'on peut observer, ce qu'on a analysé et des risques qui vont évoluer au fil du temps. Et donc il faut avoir une vision et une attitude active sur la gestion de ce SLR. Merci beaucoup Morgane de ce témoignage. Benoît, est-ce que vous avez des éléments complémentaires avant qu'on passe à la partie qui va intéresser tout le monde? C'est comment on finance tout ça, Alexandra? Tu as vu, il y a du boulot. Hein. Peut-être quelques éléments, alors pas financiers pour le coup, mais ça je laisserai les administrations centrales et la Caisse des dépôts en parler. Peut-être ce qui manque quand même un petit peu dans les interventions, c'est qu'on est sur les zones RIP qui représentent je sais pas, 35 millions d'habitants, et on a effectivement les zones AMI et les zones très denses qui représentent 40 millions d'habitants. Donc on a quand même toute une part de la population qu'il ne faut pas oublier. Donc à voir comment elle est intégrée, mais voilà. Et on a aussi les réseaux mobiles qui sont un peu, je pense, oubliés, hein, en tout cas des discussions aujourd'hui, puisque on a différentes phases de gestion de crise, et dans la crise aiguë, dans les premières heures de la crise ou même les premiers jours, on va quand même beaucoup utiliser les réseaux mobiles. Ne serait-ce que pour nous, les services de l'État, puisqu'on est en train de mettre en place le réseau radio du futur qui va se baser sur les réseaux 4G, 5G de Bouygues et Orange. On a besoin des réseaux mobiles qui fonctionnent. Donc, effectivement, je lis dans le guide de la Caisse des dépôts que le réseau mobile est dépendant de la fibre, etc. Sauf que le réseau mobile est dépendant de la fibre, qui souvent n'est pas la fibre du RIP, qui est une fibre de l'opérateur mobile, voire même de notre opérateur d'infrastructure. Moi, j'ai le cas il y a quelques semaines à Millau, on a eu une coupure de Bouygues et SFR pendant une semaine, je pense. Et en fait, c'était dû à une coupure d'une fibre TDF qui était en plus sur un autre département. Vous voyez, donc, on a une complexité et à mon avis, ces éléments doivent être pris en compte. Et deux petites choses après, deux petits conseils peut-être à donner sur les plans de prévention. Alors, pour le coup personnel, hein, qui n'engage en rien l'État sur ça, peut-être penser également, puisque moi je le vois dans certains départements, passer à prendre en compte les zones classées. Lorsqu'on fait un plan d'enfouissement du réseau, on a aussi des zones protégées, UNESCO par exemple, qui sont gérées souvent par également le conseil départemental, mais d'autres services, d'autres entités satellites du conseil départemental. Donc pensez à essayer de me faire matcher en fait le plan d'enfouissement de la fibre avec ces zones classées. Et deuxième chose qui à mon avis me paraît essentielle, mais je ne sais pas comment y arriver, c'est d'arriver à avoir un opérateur leader au niveau départemental sur toute la question télécom. Parce qu'on voit bien que si on a 4 opérateurs mobiles, un SMO, on avait parlé d'impertinence au départ. Hein. Le délégataire, plus derrière d'autres opérateurs d'infrastructure, on ne va pas inviter autour de la table au COD 7 opérateurs. On n'a pas 7 chaises d'ailleurs pour les opérateurs. Donc c'est vrai que c'était pratique d'avoir Orange qui est présent dans tous les départements, qui connaît le secteur. Est-ce que ça doit être lui, est-ce que ça doit être un autre, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même une question d'organisation et un peu de désignation finalement d'un opérateur qui va connaître le sujet. Parce que si on commence à dire au préfet non, mais ça c'est pas moi, c'est l'OI, ça c'est l'OC, ça c'est, vous comprenez, ça c'est une zone AMI, etc. En gestion de crise, on ne peut pas se permettre devant le préfet de renvoyer la balle comme ça.
Merci de cette suggestion. Comme on l'a dit en avant-propos, la Banque des territoires intervient sur les schémas locaux en financement des schémas, mais elle se propose aussi, et je vais laisser la parole à Alexandra de la direction des prêts chez nous, de soutenir financièrement à travers un dispositif de prêt les investissements qui seraient menés par les collectivités territoriales ou les syndicats mixtes sur les actions résultant du schéma de résilience. Alexandra. Oui, bonjour à tous. À la direction des prêts, on a en effet un prêt, le prêt transformation écologique, qui pourrait coller avec vos besoins de financement, parce qu'il est désigné pour tous les projets d'adaptation au changement climatique en montagne. Donc, je pense qu'on en a entendu un peu, notamment en Corse. Et là, on vise un peu plus les dom-toms, donc tout ce qui est vent cyclonique, donc notamment en Outre-mer. Donc, ça dépendra vraiment de la situation sur le territoire concerné. À droite, on vous a mis tous les, ce qu'on nous pour les emprunteurs éligibles. Donc, plutôt des opérateurs publics, tout ce qui est collectivités, leurs groupements, etc. Mais on a aussi ce que nous, on appelle les opérateurs privés chez nous, donc les entreprises publiques locales, et notamment les SEM. Et on a la possibilité de financer tout ce qui est DSP. Bon, c'est sous condition, mais c'est une possibilité de financement. Comme ça? Non, je vais trop vite. Donc, quelles sont les conditions de l'offre? En fait, on a 3 ressources possibles. La principale, la plus connue, c'est un taux variable, c'est le taux livret A. Et cette offre est particulièrement intéressante. C'est vraiment un prêt bonifié chez nous. C'est la transformation écologique. Donc, c'est vraiment un sujet qu'on souhaite financer et au meilleur taux. Donc, c'est au taux livret A plus 0,4. Donc, et sur des durées qui vont à partir de 25 ans jusqu'à 60 ans. Donc nous, on finance sur la durée de l'actif. La durée du prêt est égale à la durée de l'actif. Donc c'est vraiment il faut que les deux soient en cohérence. Et on peut financer jusqu'à 100% du besoin d'emprunt. Ça, c'est quand même une condition assez exceptionnelle qui est réservée à ce type de produit. La possibilité de financer 100% du besoin de financement. En général, c'est plutôt entre 30 et 50. Besoin d'emprunt. Oui. Besoin d'emprunt. D'habitude, c'est plutôt entre 30 et 50%. Ça dépend du projet. D'accord. Ah, tu veux dire le besoin d'emprunt? On peut aller... Non, généralement, on est plus jusqu'à 50% pour des projets plus de 5 millions. Donc là, 100%, ça évite d'aller chercher un autre... on n'a pas besoin de cofinancement. Un autre emprunteur, un autre prêteur. Ouais. On a 2 autres ressources qui sont des taux fixes qui parfois peuvent rassurer nos contreparties et nos emprunteurs. Donc on a le taux fixe BEI, celui-ci est intéressant puisque ce sont des durées qui sont plus courtes. Parce que comme je vous disais pour le TLA, nos durées de prêt sont à partir de 25 ans. Sur la BEI, on peut financer des actifs qui ont une durée de vie un peu plus courte. Donc c'est des durées de 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Et je suis allée regarder les taux. Donc c'est des taux fixes qui sont fixés, donc c'est un barème mensuel. Et on est, pour le mois d'avril 2024, c'est 3,59 sur 15 ans, 3,65 sur 20 ans et 3,67 sur 25 ans. Sur la BUI, il y a quand même certaines conditionnalités à remplir, mais c'est une ressource possible selon le projet. Et notre petit dernier qui est rentré il n'y a pas très longtemps, c'est notre taux fixe SFIL. Donc là, pour le coup, c'est vraiment que pour les opérateurs publics. Et là, ce sont pour des durées plus longues, où c'est 25, 30, 35 ou 40 ans. Et les taux, je vais aller regarder, donc 3,49 sur 25, 3,50, 3,50 et 3,48. Donc, et ça, ce sont des taux fixes sur toute la durée du prêt. Sur le dernier, on vous a mis quelques exemples de projets qu'on a identifiés comme éligibles chez nous. Donc, emprunteur plus projet doit être éligible, double conditionnalité. Et donc, vous voyez, c'est vraiment l'enfouissement de câbles, tout ce qui est surélévation ou déplacement de bâtiments. Et ensuite, on vous a mis quelques exemples pour illustrer un peu ce qu'on pouvait financer. Donc ne pas hésiter à se rapprocher des directions régionales qui ont tous des prêteurs et qui vous accompagneront dans vos projets et comment les financer et dans les meilleures conditions. Merci Alexandra. Donc même interlocuteur en point d'entrée que pour le financement des schémas locaux, et après c'est redispatché au sein de la direction régionale et des interlocuteurs prêts. Merci beaucoup. Tu n'avais pas d'autres éléments? Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Alors,
peut-être une question du chat. Dans vos plans d'action suite au schéma local de résilience, avez-vous un exemple sur des actions rapides, pas très coûteuses, et un autre sur des actions cette fois-ci coûteuses et longues? Alors, est-ce qu'il y a des intervenants? Est-ce qu'Eric ou Morgane, ils sont toujours en ligne? J'étais justement en train de répondre dans le chat en disant qu'effectivement, il y a différents niveaux d'intervention possibles. Il y a un truc qu'on résoudra jamais, c'est l'escape game et l'organisation Shadok qu'il y a. Il suffit de voir les acronymes qu'évoquait Benoît. Donc, on aura toujours cette incroyable INIPSI où on va remonter toute la partie publique suite à un événement et où on n'aura pas le droit d'intervenir sur la partie privative pour remonter le client final. Merci le contrat stock. Donc, je mets ça de côté. Mais sinon, sur les actions qu'on peut faire rapidement, et déjà, il y a la partie documentaire qu'on a évoquée. Comme je suis sûr que si on fait un sondage, la plupart des cas, on n'a rien mis dans les plans communaux de sauvegarde. Dans les plans Orsec et Retap, on n'existe même pas. C'est l'OI Cuivre qui y est toujours. Il suffit de challenger votre délégataire pour savoir s'il a un PRA, un PCA, et si dans la PSSI, il a invoqué le nouveau corpus réglementaire, et je ne parle pas que de NIS 2, vous verrez que c'est un vide sidéral. Pour la partie opérationnelle, évidemment, il y a tout ce qui va être les actions qu'on peut mettre en œuvre facilement, mais qu'il faut anticiper. Nous, à la suite des incidents à répétition sur les couloirs de vent, notre délégataire il a bonne idée, dans une relation tarifée, bien sûr, avec notre opérateur historique, de mutualiser les opérations de remontée de cuivre avec les opérations du réseau de fibre. Résultat, pour certaines opérations qui auraient mis 3 mois avant, ça a été réalisé en 1 mois, juste en mutualisant ces opérations. Et évidemment, comme je l'évoquais dans cette anecdote, il faut évidemment challenger les contrats de nos délégataires, faire les audits orgas, vérifier qu'ils ont bien les équipements, les contrats avec les LICO, les motoneiges, etc. C'est super, mais c'est quoi la vitesse de mobilisation, à quelles conditions et surtout, parfois, l'essentiel est oublié, c'est-à-dire des tronçonneuses, du personnel et des bons EPI pour mobiliser ce personnel, etc. Et bien sûr, dans les opérations qui, elles, vont être plus coûteuses, il faut regarder les SPOV sur votre réseau. Il y a parfois des opérations, si vous avez de la LFO, ce qui est le cas, hélas, chez nous, sur quelques segments. C'est évident que là, on a un contrat en cascade, c'est les Matryoshka. Notre délégataire dépend d'Orange. Orange dépend lui-même de son propre contrat dans le LFO. Et on n'a pas de relation sur la partie GTR miroir dans nos contrats. Donc là, il y a des choses à auditer et à regarder qui peuvent être extrêmement rapides. Merci Morgane. Il y avait une question dans la salle. Oui, bonjour, Romain Bochet. Moi, j'avais une question concernant un petit peu les premiers retours qui ont été faits suite au premier plan, qui concernent la donnée. On en entend parler depuis tout à l'heure. Est-ce que ce ne serait pas globalement beaucoup plus simple et vraiment pas cher d'ouvrir en open data le tracé des réseaux, ce qui permettrait que tout le monde sache où ils sont et qu'on puisse d'ailleurs faire participer les particuliers directement à la résilience? On a vu qu'ils n'étaient pas les plus mauvais pour se préparer eux-mêmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre, y compris dans la salle? Est-ce qu'il y a... Peut-être sur ce point, un élément, c'est que on a une exception à l'open data qui est prévue par le Code des relations entre le public et l'administration, qui est justement la défense nationale. Et si on commence à ouvrir les réseaux, et notamment les points stratégiques, puisque chaque opérateur a des nœuds stratégiques qui sont secourus par des groupes électrogènes, qui centralisent plusieurs zones, se pose quand même la question d'ouvrir ces données et de la sécurité nationale qui serait mise en cause ou pas. En tout cas, c'est sensible. Certaines données, en tout cas des réseaux, sont sensibles. Oui. Une question de Baptiste.
Merci, ce n'était pas une question, c'était juste pour répondre que la malveillance est un des risques qu'on regarde dans les schémas de résilience et que c'est malheureusement très fréquent. Les opérateurs et les autorités délégantes en parleront mieux que moi, mais mettre à disposition toutes les informations relatives au réseau, c'est aussi exposer les réseaux à davantage de malveillance, sachant que même en ne laissant que on va dire les linéaires les moins critiques, il est assez facile de deviner où sont les nœuds critiques par déduction des points de convergence. Merci. D'autres questions sur le chat non plus? Il me reste à remercier tous les intervenants, l'assistance à distance, en présentiel. Merci à tous. Je ne sais pas si Antoine est... Non. Donc, merci à tous. Merci d'avoir assisté à cet événement et à très bientôt en direction régionale ou avec vos interlocuteurs nationaux ici à la Banque des Territoires. Merci.